Du coup, moi c'est Pline, enchanté, et je représente ce soir le Critical Thinking Club, donc un nouveau club étudiant du CRI autour de l'esprit critique, et avec la volonté de développer des échanges de pratiques, que ce soit entre des chercheurs, des gens qui sont sur le terrain, qui essaient d'expérimenter des méthodes pour développer l'esprit critique des gens. Et pour notre premier événement de l'année, on a le plaisir d'accueillir des gens de l'association Altruisme Efficace France. Donc on va avoir Louise et Quentin qui vont nous présenter des choses autour de la rationalité appliquée. Et donc on va pouvoir avoir une présentation à la fois de ce que c'est le mouvement d'altruisme efficace et plus particulièrement toutes les questions autour de la rationalité appliquée. Et dans un deuxième temps, on aura l'occasion par îlot, par groupe, d'avoir des discussions autour des sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Du coup, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent moment et je vais passer le micro littéralement à Louise. Bonsoir à tous. Je vais commencer cette présentation par un petit disclaimer qui est que je ne suis pas une spécialiste du sujet, je ne me proclame pas spécialiste du sujet, je suis membre d'Altruisme Efficace France. Mais pour ce qui est de rationalité appliquée, d'esprit critique, il est, je dirais, à 99% probable que beaucoup d'entre vous, vous y connaissiez mieux que moi. Donc si vous remarquez des choses qui vous perturbent dans ce que je vais dire, n'hésitez surtout pas à partir du principe que c'est vous qui avez raison et que c'est moi qui ai tort, et de me le faire remarquer par la suite ou de venir m'en parler après. Ça ne me dérangera absolument pas, au contraire, j'apprécierai beaucoup et je pense qu'on appréciera tous beaucoup l'occasion d'apprendre. On est un peu là pour ça. Alors je vais commencer cette présentation, non pas en vous parlant d'altruisme efficace, mais en vous parlant de rationalité, et notamment de deux grands types, on va dire, de rationalité. Le premier, c'est ce qu'on appelle la rationalité épistémique. Son objectif, c'est de parvenir à des croyances correctes sur le monde. Vous avez dans votre tête une représentation du monde. Ce que vous voyez là, vous avez l'impression de voir quelque chose. En fait, vous avez des signaux qui sont transmis dans vos yeux, qui sont analysés par votre cerveau. Vous n'avez accès qu'à une carte du monde. Et le but, c'est d'avoir une carte qui corresponde aussi bien que possible au territoire, à savoir à la réalité qui nous entoure. Cette rationalité épistémique se base purement sur des faits. Voilà, j'observe ceci, je conclus que ceci. Il n'y a aucun je dois faire ceci, par exemple. La rationalité épistémique ne vous permettra pas d'arriver à la conclusion que j'ai l'impératif moral de devoir faire telle chose. Donc vous avez par exemple en rationalité épistémique des questions telles que est-ce que la racine de 2 est un nombre rationnel ? Voilà, les pythagoriciens parmi vous trouveront cette question intéressante. Vous avez la question de est-ce que les crop circles sont créés par des aliens ? Voilà, vous avez ici le crop circle réalisé par AstronoGeek notamment et d'autres youtubeurs. Vous avez peut-être suivi cette odyssée où ils ont créé un crop circle pour révéler ensuite, une fois que tous les amateurs étaient venus dire que c'était des aliens qui l'avaient créé, ils étaient venus dire bah non, en fait c'est nous. Ou bien vous avez des théories qui se contredisent comme est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne autour du Soleil ? Donc découvrir quelle est la vérité parmi ces théories, laquelle des deux est vraie, ça va tomber sous le champ de la rationalité épistémique. Il y a un autre type de rationalité qui est celle qui nous intéresse ce soir, la rationalité instrumentale. Personnellement, je trouve plus clair le terme de rationalité appliquée, qui consiste à choisir et mettre en œuvre des actions qui augmentent la probabilité, donc ça ne vous assure pas, mais ça vous augmente la probabilité, d'aboutir à un état du monde plus désirable. Et là, il y a sans doute un mot que vous avez, ou du moins deux mots que vous avez qui sont un petit peu différents de la rationalité épistémique, c'est l'idée de plus désirable. Alors, est-ce qu'on peut, à partir de la rationalité purement épistémique, arriver à cette rationalité appliquée, est-ce qu'on peut, à partir de juste de simples faits, finir par dire voilà ce qu'est un état du monde plus désirable ? Non, on ne peut pas. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être, qu'on appelle en anglais le is-ought problem, qu'on appelle aussi en français la guillotine de Hume ou la loi de Hume, qui dit qu'à partir d'un simple énoncé de fait, donc is, on ne peut pas arriver à un énoncé de quelque chose qui devrait être, d'un devoir être, ce qu'on appelle ought en anglais. Vous me pardonnerez mon accent. Donc pour aboutir à quelque chose qui doit être, on doit déjà partir du postulat de quelque chose qui doit être. Donc pour pouvoir dire « il faudrait que je fasse telle action », il faut déjà que vous ayez initialement un « il faudrait que », donc par exemple une valeur morale. Voilà, je préfère que le monde soit comme ça, donc il faudrait que je fasse cette action pour aboutir à un état du monde qui est plus désirable selon mon système de préférence. Alors,
maintenant, je vais vous laisser, Quentin, vous parler donc de ce qu'est l'altruisme efficace et notamment de cette idée de système de valeurs et de comment appliquer la rationalité lorsqu'on a un système de valeurs morales. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter l'altruisme efficace. Je ne sais pas à quel point chacun d'entre vous sont familiers avec ce mouvement et les concepts qui entourent, donc je vais le présenter brièvement. Donc l'altruisme efficace, ça a émergé à la base de réflexions comme un peu celles que je vais présenter, qui sont que si vous êtes préoccupé par le fait d'aider les autres ou de réfléchir aux différents problèmes qui affectent le monde, vous êtes sûrement retrouvé face à justement une multitude de problèmes complexes comme la guerre, le climat, les inégalités, j'en passe, auxquels on peut s'intéresser. Et aussi une multitude de manières d'agir face à ces problèmes. Vous pouvez par exemple voter, militer, donner de votre temps pour des actions, de l'argent. Et face à tout ça, on peut se retrouver un peu perdu et ne pas savoir comment agir sur notre désir d'aider. Et en fait, l'altruisme efficace, c'est un mouvement social international qui essaye de répondre spécifiquement à ce genre de problématiques, mais en prenant un angle un peu particulier qui est celui d'utiliser des données factuelles et une méthode scientifique, une démarche scientifique pour essayer de trouver les meilleures manières d'améliorer le monde, d'arriver à un état du monde plus désirable, comme parlait Louise. Et donc c'est ça la question au centre de l'altruisme efficace, c'est avec les ressources limitées dont on dispose, comment est-ce que je peux arriver à un état du monde plus désirable, faire le plus de bien. Et donc c'est une question très ouverte et philosophiquement très large qui mène à plein de réflexions empiriques très variées. Et concrètement, nous, ce qu'on fait à Altruisme Efficace France, donc la branche française de ce mouvement, c'est essayer de faire connaître les idées et les méthodes développées pour répondre à cette question et aussi aider les gens à mener au mieux des projets altruistes avec leurs compétences et leur personnalité. Et donc, comme je vous l'ai dit, au sein de l'altruisme efficace, on est très intéressé par trouver les meilleures manières d'utiliser les ressources qu'on a et donc améliorer nos manières de penser et de prendre des décisions. C'est donc un problème très important pour nous et donc c'est ce dont on va essayer de vous parler ce soir. Donc Quentin vous a parlé un peu du mouvement de l'altruisme efficace et de l'association Altruisme Efficace France, donc la branche française du mouvement, et du fait que nous, ce qu'on essaie de faire globalement, c'est d'aboutir comme un état du monde plus désirable. Donc, je vais revenir sur ce plus désirable. On peut tout simplement avoir des désirs tels que « je préfère vivre dans un monde où moi, personnellement, je vis à la campagne ». Ce n'est pas du tout un exemple, voilà, c'est un jeu général, ce n'est pas un jeu personnellement pour moi. Voilà, j'aime bien Paris. Ou bien, je préfère un monde où je suis plus haut dans l'échelle sociale de ma communauté. Donc ça, c'est un désir qui va être relativement courant chez les humains. On veut avoir un statut social plus élevé. Donc ça, on peut difficilement dire que ce sont des désirs, des préférences qui sont morales. Mais ce sont des préférences quand même qu'on peut avoir et ce sont tout à fait des préférences. Vous pouvez dire, voilà, je préfère prendre des actions pour satisfaire cette préférence. Nous, ce qui nous intéresse plus au sein du mouvement de l'altruisme efficace, ce sont les préférences de type moral. Donc, ce qui va correspondre, on va dire, à des systèmes éthiques, le déontologisme, l'éthique des vertus, l'utilitarisme. Je ne vais pas vous faire une description de ces systèmes éthiques ce soir. Je pense que tout le monde voit à peu près, par exemple, ce à quoi correspond l'utilitarisme. Mais c'est un sujet qui est très intéressant, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à faire vos recherches là-dessus. Et c'est selon le système moral auquel on souscrit, le système moral qui nous paraît le plus correct, on peut aboutir à des conclusions différentes en appliquant les mêmes méthodes de rationalité. Je vais prendre l'exemple de l'utilitarisme négatif, qui cherche à diminuer au maximum la souffrance. Donc dans un monde d'utilitarisme négatif, on préfère par exemple qu'il existe une centaine de personnes seulement dans le monde qui ont un très très haut niveau de bonheur, plutôt que d'avoir 1 million de personnes qui ont un niveau de bonheur un peu plus élevé et un niveau de souffrance un peu plus élevé. Parce qu'on considère que la seule chose qui compte, c'est de diminuer la souffrance. Un exemple drastique de quelqu'un qui est purement un utilitarisme négatif, ce serait de dire « je préfère que toutes les personnes meurent immédiatement, sans souffrance, et comme ça, j'aurais réduit à zéro la souffrance au sein de l'univers. » Et ça paraît risible dit comme ça, et il y a beaucoup de gens qui sont très très perturbés par cette conclusion. Mais si c'est votre système de valeurs, il est parfaitement logique d'arriver à cette conclusion. Un autre utilitarisme, c'est la variante dite de l'utilitarisme classique, qui est, du moins de ce que moi personnellement j'ai observé, plus fréquente, et je pense que c'est une observation qui se généralise plutôt bien, sinon ça ne s'appellerait pas l'utilitarisme classique,
qui consiste à dire qu'on donne aussi une valeur, donc une valeur positive ce coup-ci, au bien-être, au fait de se sentir bien. Et dans ce cas, avoir beaucoup de gens heureux, ça a quand même un avantage. C'est quand même quelque chose qu'on valorise. Donc vous voyez bien que, selon le postulat moral auquel vous souscrivez, selon ce système de valeurs morales, en appliquant les mêmes méthodes de rationalité, vous pouvez aboutir à des conclusions différentes parce que votre monde plus désirable n'est pas le même. Alors qu'en rationalité épistémique, idéalement, il y a une réalité du monde. Donc, et c'est la conclusion à laquelle vous voulez arriver. Alors la question ensuite, pour rentrer plus dans le pratique, c'est une fois que vous connaissez votre système de préférence, vous savez à peu près le type de monde vers lequel vous voulez arriver, comment vous faites pour y arriver. C'est pas aussi évident. On a beaucoup de milieux un petit peu simplifiés. Par exemple, vous prenez un jeu vidéo. En général, c'est fait pour être assez simplifié. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, si vous voulez être le plus grand sorcier de votre jeu, vous allez essayer d'accumuler les points de magie, vous allez essayer d'accumuler les objets magiques. Il y a une voie relativement facile à suivre. Les jeux vidéo, évidemment, sont faits comme ça parce que c'est beaucoup plus satisfaisant d'avoir une voie facile et de savoir à laquelle arriver, plutôt que d'être dans l'incertitude dans laquelle on est souvent dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, on ne voit pas forcément exactement, précisément, l'état du monde dans lequel on est. On n'analyse pas forcément correctement les situations. Dans le monde réel, parfois, on a une lecture d'une situation selon nos attentes. Voilà. Est-ce que ceci est un canard? Est-ce que ceci est un lapin? Il est possible que ceci ait été un canard pour vous jusqu'à ce que je dise que c'était un lapin et que maintenant vous ne voyez que le lapin. Donc là, vos préconceptions peuvent influencer la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous analysez les situations. Et puis aussi, tout simplement, le monde, vous avez ici une carte du monde, mais pour vous, le monde, c'est plutôt quelque chose comme ça. Et encore, vous pouvez grossir encore beaucoup plus. Donc on n'a pas une vision globale du monde. On a un modèle d'une petite partie du monde. Et encore, on a un modèle qui n'est pas toujours très bon. Donc dans ce contexte, on ne peut pas prendre des décisions parfaites. Ce n'est pas une équation qu'on peut résoudre analytiquement, c'est-à-dire on peut avoir une expression parfaite de la solution. Ça s'apparente plutôt, pour les mathématiciens parmi nous, à une résolution numérique, donc où on va obtenir une solution qui correspond à peu près, et on n'a pas une preuve absolue que c'est la solution, et c'est une solution qui fonctionne bien. Donc nous, pour choisir des actions, on va parler d'utiliser des heuristiques. Donc les heuristiques, ça va être un outil de raisonnement qui va vous fournir rapidement, donc rapidement ça dépend, mais a priori ça ne vous prendra pas plusieurs années, une solution qui est réalisable, mais qui n'est pas nécessairement optimale. Votre cerveau humain est rempli d'heuristiques. Toutes vos relations sociales sont basées sur des heuristiques. Qu'est-ce que je vais dire là à telle personne qui me parle? Voilà, telle personne par exemple me bouscule dans la rue. Est-ce que je continue à marcher? Est-ce que je me retourne et je lui dis « quand même, attends, fais gaffe !» Ça va dépendre de plusieurs choses et vous n'allez pas vous arrêter, vous n'allez pas vous poser, prendre une feuille de papier et peser le pour et le contre. Votre cerveau va automatiquement prendre des décisions, par exemple, quel est mon état de santé, quelle est mon humeur aujourd'hui, est-ce que cette personne est une personne plutôt frêle ou est-ce que c'est une personne qui fait 2,50 m? Ça devrait, a priori, j'espère du moins, influencer votre décision finale. Donc c'est ce qu'on appelle une heuristique, mais ça c'est des heuristiques qui vous sont familières, que vous faites tout le temps, mais même pour des plus grandes décisions, vous devez avoir recours à des heuristiques. En général, vous ne pouvez pas avoir une solution parfaite, une solution optimale. C'est quelque chose qu'il faut accepter en général lorsqu'on tente vraiment d'avoir un impact sur le monde. C'est qu'on va devoir à un moment ou à un autre recourir à des heuristiques et on ne peut pas avoir une solution parfaite tout le temps. Si on veut tout le temps avoir juste une solution parfaite et qu'on ne veut pas agir à moins d'être absolument sûr à 100% qu'on aura un impact positif et d'avoir quantifié exactement cet impact, on n'agira pas. Et le problème, c'est que si on n'agit pas, il y a des gens qu'on aurait pu aider et que du coup on n'aidera pas et qui en souffriront. Ce qui pour nous est quelque chose de clairement négatif. Je vous ai parlé d'heuristique, je vous ai parlé d'altruisme efficace. Un exemple classique au sein de l'altruisme efficace, c'est quelles causes est-ce qu'on priorise? Parce qu'il y a quand même beaucoup de causes sur lesquelles on peut se concentrer aujourd'hui. Ça cause d'ailleurs pas mal de paralysie chez les gens qui se disent « Mon Dieu, mais il y a tellement de problèmes dans le monde, par quoi est-ce que je commence? Si j'aide sur cette cause-là, je ne pourrai pas aider sur celle-là. » Donc nous, on utilise on dit en anglais un framework, donc une espèce de cadre. Et on va se poser 3 questions, souvent en priorisation des causes. La première, est-ce que cette cause est importante? Est-ce que c'est une cause qui va toucher 1 milliard de personnes? Est-ce que c'est une cause qui va toucher les 100 personnes du village d'à côté? Donc on va prioriser plutôt les causes importantes. Est-ce que c'est une cause négligée? Par exemple, la recherche contre le cancer, c'est une cause très importante. C'est aussi une cause sur laquelle il y a des moyens. Tout le monde est conscient que le cancer est quelque chose contre lequel on doit lutter. Des choses comme par exemple la malaria sont connues, mais sont un peu moins connues. Ce sont des causes qui sont plus négligées.
Et nous, on essaie de se positionner sur ces causes négligées. Parce qu'on part du principe que si les gens ne réalisent pas que cette cause existe, mais que nous, on réalise que cette cause existe et qu'elle est importante, oui, c'est bien l'occasion de faire un maximum de bien, comparé à un monde où on n'aurait pas fait cette démarche-là. Et le dernier critère, c'est est-ce que c'est une cause sur laquelle il est possible d'avoir un impact ? Par exemple, personnellement, une cause qui me tient à cœur, ça va être la lutte pour la longévité humaine. Donc essayer d'augmenter la longévité humaine et de diminuer le nombre de décès dus au vieillissement. Et oui, je vois que madame a l'air surprise, ça paraît effectivement, ça fait partie des choses auxquelles on ne pense pas. Et moi, c'est quelque chose auquel j'aurais sûrement jamais pensé s'il n'y avait pas des gens qui m'en avaient parlé. Et maintenant, une fois qu'ils m'en ont parlé, j'y ai réfléchi et je me suis dit « Ah, c'est pas bête en fait ». Mais cette cause qui me tient à cœur, je reconnais effectivement que, étant donné la complexité d'un être humain, il est peut-être compliqué d'avancer là-dessus, de faire des progrès là-dessus. Parce qu'une cause qui est négligée, qui est très importante, mais sur laquelle il est quasiment impossible de faire des progrès, ça veut quand même dire qu'au bout du compte, d'ici 10 ou 20 ans, on aura quand même fait peu de progrès et on aura fait peu de bien dans le monde comparé à d'autres causes. Donc ça, voilà, c'est une heuristique assez simple. Ça ne va pas garantir pour autant que les causes sur lesquelles on va se concentrer sont les meilleures causes du monde et celles qui vont nous garantir l'impact maximum, mais ça nous garantit quand même d'avoir un impact pas trop mauvais sur le monde et de pouvoir aider, de pouvoir avoir un impact positif, ce qui nous importe. Voilà. Et malgré ça, il est possible qu'on sélectionne une cause et qu'on se rende compte qu'en fait, cette cause, elle n'a pas servi à grand-chose. Par exemple, il y a beaucoup de gens au sein de l'altruisme efficace qui parlent des risques existentiels comme des pandémies. Le risque d'une grande pandémie qui pourrait mettre en danger l'avenir de l'humanité tout entière ou influencer complètement l'avenir de notre espèce. Il y a des gens qui s'intéressent à ça, mais la probabilité que ça arrive est relativement faible. C'est juste que les conséquences seraient drastiques. Donc il est possible que même si on se concentre là-dessus, même si on ne s'était pas concentré là-dessus, il n'y aurait pas eu de pandémie. Donc il est possible que tous nos efforts là-dessus soient, entre guillemets, gâchés. Et même de manière générale, parfois vous avez une action qui a 90% de chance d'avoir le meilleur résultat possible. C'est super, ça veut quand même dire que dans 10% des cas, cette action risque de ne pas avoir un bon résultat. Est-ce que pour autant vous avez eu tort de faire cette action ? Non. Vous avez sûrement des cas dans votre vie où vous vous êtes dit « je vais faire ça, ça me paraît être la meilleure action à faire », vous l'avez fait et vous n'avez pas eu les résultats que vous vouliez. Et après coup, vous l'avez regretté. Mais je pense qu'au fond de vous, vous saviez bien que c'était la meilleure action à prendre. C'est juste que les circonstances ont joué contre vous. Donc la conséquence de vos actions, même l'action qui vous paraît la plus correcte et l'action qui est la meilleure à prendre, ça ne vous garantit pas pour autant le meilleur résultat. C'est une autre chose qu'on doit accepter lorsqu'on veut appliquer la rationalité au quotidien, lorsqu'on veut avoir un impact positif sur le monde. Et enfin, ce qui est très important quand on applique la rationalité, c'est de mettre à jour ses croyances. Je ne sais pas s'il y a des informaticiens ou des gens familiers d'intelligence artificielle parmi vous, mais ceci est un schéma de ce qu'on appelle d'apprentissage par renforcement. Vous avez un agent qui va interagir avec son environnement. Voilà, Quentin est un agent qui interagit avec son environnement. Je suis un agent. On peut grossièrement simuler cette salle en disant que vous et votre opinion de la présentation que je donne, c'est l'environnement. Et je tente d'agir sur mon environnement. Donc mon action, ça va être de parler, ça va être d'essayer de mettre un petit peu d'humour dans la présentation, de faire des mouvements. J'ai dit essayer. Et ensuite, l'environnement va changer en fonction de mon action et je vais pouvoir observer ça. Alors je ne peux pas observer parfaitement, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans vos têtes, mais je peux voir par exemple si vous me regardez ou si vous regardez ailleurs. Je peux voir si vous êtes en train de sourire ou si vous êtes en train d'hocher la tête ou si vous êtes en train de me regarder avec l'air de dire « je ne suis pas du tout d'accord » et je compte lui poser une question à ce sujet dès la fin de la présentation. Et je vais a priori, dans la mesure de mes moyens, modifier un peu ma présentation en fonction du feedback que vous me renvoyez. Donc je vais mettre à jour mes croyances sur la qualité de ma présentation et de ce que je m'apprête à dire en fonction de ce que j'observe. Donc les apprentissages par renforcement, c'est quelque chose qui est très populaire en machine learning aujourd'hui parce que ça fonctionne très bien. Si vous avez entendu parler d'AlphaGo, AlphaGo se base notamment sur l'apprentissage par renforcement. Et l'humain fonctionne aussi beaucoup comme ça. On va beaucoup adapter nos croyances en fonction de ce qu'on va observer, ou du moins on va essayer. Et ce qui est essentiel pour être capable de mettre à jour nos croyances, donc d'avoir un meilleur modèle du monde et de pouvoir mieux agir sur le monde, c'est ce qu'on appelle la modestie épistémique. Être capable de dire je ne connais pas parfaitement le monde, ma croyance, mon modèle du monde, ma carte est imparfaite. Et être capable donc d'admettre parfois que le monde a raison si on est présenté face à un fait qui est différent du modèle qu'on avait du monde, être capable de dire « ah oui, j'ai eu tort ». Et puis, plus difficile encore, être capable d'admettre que parfois ce sont les autres qui vont nous dire « tu as eu tort » et que l'autre personne a raison.
Donc c'est quelque chose aussi qu'on essaie de promouvoir, cette modestie épistémique, en utilisant par exemple ce qu'on appelle des marqueurs de modestie épistémique. Plutôt de dire « la chaise est verte », je vais vous dire « je pense que la chaise est verte ». Et vous serez peut-être ensuite, vous vous sentirez peut-être plus autorisé à me répondre « non, elle est bleue, est-ce que tu as été voir ton ophtalmologue récemment ?» Et c'est sur ce point que j'aimerais vous laisser. Donc l'importance de la modestie épistémique, qui est quelque chose qui est plus difficile que ce qu'on croit souvent. Parce que je ne sais pas si vous êtes familier de la façon dont on réagit lorsqu'une croyance qui est très importante pour nous est attaquée. Souvent, je ne sais pas si vous avez des croyances qui sont tellement importantes pour vous que votre identité se base, entre autres, là-dessus. Si quelqu'un attaque cette croyance, vous allez le percevoir très souvent comme une attaque qui vous est faite à vous. Et vous allez y réagir comme si on vous attaquait vous-même. Ce qui est exactement ce qu'on souhaite éviter. Par exemple, je suis végétarienne depuis très longtemps, depuis que j'ai 12 ans, je crois, à tel point que ça a fini par devenir une partie de mon identité. Et je me suis rendu compte que souvent, lorsque les gens lançaient des débats sur le végétarisme, je me sentais, moi, attaquée. Sauf que parfois, ils avaient des arguments, je n'étais pas d'accord, mais parfois, il y avait des arguments qui présentaient, où quand même, c'était pas complètement stupide, il fallait que j'y réfléchisse. Et il m'a fallu un gros processus de déconditionnement pour être capable de dire « mais non, ce n'est pas moi qui suis attaquée, c'est cette opinion, et cette opinion, ce n'est pas moi, il faut que je me détache de cette opinion. Il faut que mon identité soit suffisamment petite, parce que plus j'agrège des croyances et des pensées à mon identité, plus je vais tenter de me défendre lorsqu'on attaquera ces croyances, alors que ce n'est pas moi qu'on attaque, ce sont juste les croyances. Et si je veux pouvoir remettre en question ces croyances, il faut que j'arrive à m'en éloigner. Alors, je vais conclure là cette présentation. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se lève tous. On a amené ici des boissons, de la nourriture. Levez-vous, mangez un morceau, prenez 5 minutes pour discuter, voir s'il y a des sujets que vous allez approfondir. J'ai par exemple mis quelques suggestions ici. Est-ce que vous êtes clair sur vos propres préférences? Je sais que moi, pas tout le temps. Comment encourager la modestie épistémique lors des débats? Ou bien quel système avez-vous mis en place pour être plus rationnel au quotidien? Est-ce que vous avez un journal de bord? Est-ce que vous avez une personne à qui vous parlez lorsque vous prenez une décision importante pour lui dire « Est-ce que tu penses que la façon dont j'agis, c'est la meilleure façon ?» Est-ce que vous n'avez aucun système de ce genre parce que ça ne vous intéresse pas? Voilà, par exemple, vous avez ici une capture, une photographie de la liste de pour et de contre faite par Charles Darwin lorsqu'il a décidé si oui ou non il allait se marier. Donc, il a fait une liste vraiment. Voilà, dans les pour, il avait mis « ça me permettra d'avoir des enfants et d'avoir une compagne, donc de ne pas être tout seul ». Dans les contre, il avait mis « j'aurai moins d'argent pour acheter des livres ». Je ne plaisante pas, vraiment. Donc voilà, vous avez un exemple de système mis en place, la liste de pour et de contre. Donc ce sont des suggestions, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vraiment, le but, c'est que vous parliez de sujets qui vous intéressent, liés à l'altruisme efficace, liés à la rationalité appliquée. Donc, levez-vous, allez manger un morceau, discutez, et ensuite vous pourrez vous installer autour des tables en fonction des sujets qui vous intéressent. Et n'hésitez surtout pas à bouger si vous avez l'impression qu'une discussion est plus intéressante à une autre table, par exemple. Le but, c'est qu'on profite tous du fait qu'on est intéressé par ce sujet et qu'on a envie d'en discuter. I know that most of us here are French, but if you're an English speaker or you're fluent in English and there are English-speaking people here, you are free to make an English-speaking table. So this is, well, I spoke in French, but this is a bilingual event. Thank you very much for listening to me and for listening to Quentin.